Je commence donc ce cours par une brève histoire du droit de l'urbanisme. Selon Jean-Louis Harouel, qui est un professeur d'histoire du droit, qui a consacré un que sais-je à l'urbanisme, à une histoire de l'urbanisme, pas une histoire du droit de l'urbanisme, mais à une histoire de l'urbanisme, c'est un que sais-je qui est sorti en 1993. Le mot urbanisme a été créé il y a un siècle par un architecte espagnol, Cerda. Alors, les constructions sont soumises, les constructions, aménagements sont soumises à des règles. Et la question est de savoir qui fixe ces règles. Dans le droit de l'urbanisme, trois acteurs principaux interviennent, l'État, la commune et, depuis une quinzaine d'années, les établissements publics à fiscalité propre, métropole, communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, qui ont des pouvoirs grandissants dans la matière. Donc, la compétence, c'est ce que je vais dire dans cette brève introduction, peut-être la compétence en matière d'urbanisme pour fixer les règles, peut être une compétence d'État, elle peut être aussi une compétence décentralisée, confiée aux communes et désormais aux intercommunalités. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Aujourd'hui, il y a décentralisation, mais bien entendu, l'État conserve le pouvoir de fixer les règles essentielles. Cette évolution vers une décentralisation a par exemple été bien expliquée, bien démontrée dans une thèse de François Priet, qui est un spécialiste de droit de l'urbanisme, la thèse intitulée La décentralisation de l'urbanisme, essai sur la réforme de 83-85, une thèse qui est publiée à la LGDJ en 95. Avant même de se pencher sur la répartition des compétences entre l'État, les communes, les EPCI à fiscalité propre, il faut décrire en quelques minutes l'émergence de règles en matière d'urbanisme. Donc je vois en premier paragraphe les premières règles en matière d'urbanisme. Jean-Louis Harouel, je le cite à nouveau, puisqu'il a fait une histoire de l'urbanisme, indique que les premières règles apparaissent au XVIIIe siècle. Une forme de planification urbaine se développe. Plusieurs cités font des plans d'aménagement d'ensemble, notamment pour prévoir un alignement. Et la procédure d'alignement est une procédure ancienne, qui existait déjà sous l'Ancien Régime, qui existe toujours aujourd'hui, et qui implique donc des règles, de respecter des règles par rapport à la voie publique. Vous savez, vous traversez parfois encore des communes dans lesquelles, eh bien, rues anciennes, lesquelles il est impossible de se croiser avec les voitures modernes, parce que la voie n'a pas été conçue pour cet usage quand elle a été construite et quand on a construit surtout des maisons de chaque côté de la voie. Et donc, pour éviter ça, il y a une procédure d'alignement. C'est une procédure qui existait déjà sous l'Ancien Régime. C'est une procédure aujourd'hui qui est codifiée dans le Code de la voirie routière, mais elle intéresse bien sûr le droit de l'urbanisme. Donc ici, vous voyez, la puissance publique intervient pour des raisons de sécurité. Sécurité de la voie, pour la sécurité de la voie publique, pour la sécurité de la circulation, il faut un alignement qui permette donc d'assurer l'usage de la voie. Autre intervention pour des motifs de sécurité, par exemple, certaines cités interdisent la construction, interdisent des maisons avec des toits de chaume, comme ça se faisait il y a longtemps. Et parce que, naturellement, quand l'incendie se déclare dans un toit de chaume, ben, il se propage avec des risques, bien sûr, très importants pour la population. Donc, des règles sont introduites pour interdire les toits de chaume. À Paris, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, la réglementation interdit tout ce qui est en surplomb de la voie et qui peut donc s'effondrer, tomber sur des passants. Vous voyez, c'est un motif de sécurité. À Paris, il y a également un édit donc, de 1607 établit une procédure d'alignement qui permet de s'assurer que les constructions n'empêcheront pas le passage des véhicules. Et quand l'autorité de voirie, l'autorité administrative,
est saisie d'une demande d'alignement, puisqu'on crée la procédure d'alignement, eh bien, elle peut en profiter pour imposer à celui qui veut construire et qui demande cette autorisation, eh bien, des règles de construction. Ce sont des règles d'urbanisme. Alors, vous voyez, quand les règles d'urbanisme apparaissent, il y a plusieurs motifs qui justifient l'intervention de règles d'urbanisme, des exigences de sécurité, exigences de la circulation, d'esthétique. Voilà les motifs qui justifient les premières règles en matière d'urbanisme. Et ce sont, vous voyez, à l'origine, c'est une police administrative spéciale, comme on l'étudie en deuxième année. Il y a de multitudes de polices administratives spéciales, hein. Nous sommes dans un régime, dans un État libéral, l'activité est libre, et puis le législateur peut intervenir pour restreindre cette liberté parce que différents motifs justifient cette restriction. Mais au départ, il y a un droit de propriété absolu, et, et des règles apparaissent fondées sur des motifs de sécurité, d'esthétique, exigeant de la circulation, pour restreindre cette liberté, ce droit de propriété. Donc, à l'origine, l'urbanisme, c'est une police administrative spéciale, mais qui a acquis une autonomie en raison de l'importance des règles. Vous voyez, par exemple, un arrêt du Conseil du Roi de 1723 qui organise la reconstruction de la ville de Rennes. Et cet arrêt du Conseil du Roi de 1723 constitue un règlement d'urbanisme puisqu'il précise les matériaux à utiliser, il prévoit des caves voûtées, il interdit les saillies. Euh, Tout ça, je le tiens du manuel, donc de l'ouvrage de Jean-Louis Harwell que je citais tout à l'heure. Une loi de 1919 crée les premiers plans d'urbanisme, les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension, PAEE. Euh, Et ces plans, l'élaboration de ces plans va être confiée aux collectivités, aux communes, mais avec un contrôle, je vais le voir, un contrôle important de l'État. Et puis, une loi importante, l'acte dit loi du 15 juin 1943, acte dit loi parce que c'est une loi qui est adoptée sous le régime de Vichy. Et cette loi, donc, confie à l'État les compétences en matière d'urbanisme. C'est le préfet, par exemple, qui va délivrer les permis de construire. Les règles d'urbanisme sont fixées par l'État à partir de 1943, alors qu'auparavant, donc, comme je vais le voir, il y a eu un semblant de décentralisation. L'État intervient, à la fois, il a tardé à intervenir parce que, comme je vous le disais, le droit de propriété qui est affirmé par la Déclaration des droits de l'homme est un droit inviolable et sacré. Donc, toute restriction au droit de construire s'analyse comme une atteinte au droit de propriété. Donc, il y a réticence à intervenir. Et puis, l'État décide d'intervenir parce il y a eu deux guerres mondiales, il faut reconstruire. Et l'État pense qu'il est mieux placé que les collectivités territoriales pour fixer les règles en matière de reconstruction. À Paris, un décret du 26 mars 1852 crée le permis de bâtir, une sorte de permis de construire. Celui qui veut bâtir doit demander un permis de construire, et dont dont le motif est un motif de salubrité publique. Veiller à ce qu'il n'y ait pas des constructions anarchiques, chacun fait un peu ce qu'il veut, avec des risques de santé publique. En effet, si, comprenez, quand vous construisez, il va falloir s'assurer ensuite que la construction soit desservie, par exemple, par les réseaux d'eau, réseaux d'assainissement. Et si la maison n'est pas alimentée par un réseau d'eau, même si pendant très longtemps il y avait des pluies, etc., il y a des risques d'insalubrité, des risques de santé publique. Euh, et puis, en vertu d'une loi de 1911, ce permis de bâtir euh, englobe un motif d'esthétique. Le préfet peut refuser le permis de bâtir à Paris s'il y a atteinte à une perspective monumentale. C'est très intéressant parce que cette expression de perspective monumentale est toujours dans le code aujourd'hui. Plus quel article, je vous le donnerai plus loin. Et dans l'arrêt Gomel de 1914, qui est un arrêt important en droit administratif, c'est la première fois que le Conseil d'État exerce un contrôle de la qualification juridique des faits, c'est-à-dire vérifier que les faits avancés par l'autorité administrative entrent dans la notion juridique
inséré dans un texte. Mais dans cette affaire, hein, c'est le préfet de Paris qui refuse un permis de construire à M. Gomel, qui veut construire Place Beauvau, et le préfet, pour fonder son refus, se fonde sur cette loi de 1911 et indique que le projet de M. Gomel porte atteinte à une perspective monumentale. La perspective monumentale, c'est une notion juridique puisqu'elle est dans la loi de 1911. Le Conseil d'État est saisi du recours contre le refus de permis et il accepte pour la première fois de vérifier que la construction, que la place Beauvau, tout d'abord, est une perspective monumentale. Vous voyez, il fait entrer la notion de fait, la place Beauvau, dans la notion de perspective monumentale. Et puis, deuxième opération de qualification, une fois qu'il a décidé que la place Beauvau était une perspective monumentale, il vérifie que le projet de M. Gomel porte atteinte à la perspective monumentale. Eh bien, cette expression de perspective monumentale, vous voyez, qui est introduite dans la législation française pour des raisons d'esthétique, ne pas dénaturer le quartier, la place, cette notion est toujours dans le code aujourd'hui. Alors, la naissance du droit de l'urbanisme, donc comme je vous l'explique, est liée à la fusion de plusieurs polices spéciales. Une police de la salubrité, une police de la protection, de l'aménagement de la voirie, police d'esthétique. Alors, les règles d'urbanisme vont se développer parce que on assiste en France, à partir de la fin du 19e siècle, de façon lente au départ, à un exode rural. Les gens quittent les campagnes pour s'installer en ville. Il va falloir donc qu'ils construisent, qu'ils se logent. Et il y a donc un risque du fait de cet afflux de construction anarchique. Et c'est pour cela donc une loi d'abord une loi du 14 mars 1919, et puis ensuite la loi du 19 juillet 1924, crée l'autorisation de lotir. Auparavant, avant ces deux lois, euh, la division d'un terrain n'était soumise à aucune autorisation. Et un propriétaire a un terrain de 10 000 mètres carrés en ville, enfin dans une zone qui devient urbaine. Ce propriétaire décide de vendre le terrain à la découpe au prix du terrain à bâtir. Et le terrain de 10 000 mètres carrés, il divise en 10 ou en 20 lots, permettant de construire 10 ou 20 constructions, 20 maisons. Eh bien, jusqu'en 1919 et surtout 1924, cette division n'était soumise à aucune autorisation de l'autorité administrative, avec donc le risque que ces constructions, ces 10, ces 20 maisons, soient construites de manière anarchique, sans s'assurer qu'elles soient également desservies par le réseau d'eau, d'assainissement, la voirie. Et il n'y avait pas de législation parce que le principe était que le droit de propriété ne pouvait pas faire l'objet d'une restriction. Je suis propriétaire d'un terrain, j'ai le droit de le diviser en 10 ou en 20. La loi du 14 mars 1919 soumet à l'approbation du préfet un plan d'aménagement quand on divise un terrain pour prévoir les raccordements, la desserte par la voirie. Et puis, donc, la loi du 19 juillet 1924 crée l'autorisation de lotir, c'est-à-dire la division d'un terrain en vue de construire, qui existe toujours dans le droit de l'urbanisme aujourd'hui. C'est essentiellement, pas toujours, ça peut être une déclaration, mais c'est ce qu'on appelle le permis d'aménager, que je verrai plus loin. Euh, alors, deuxième point, hein, pour voir, je suis dans la découverte des premières règles en matière d'urbanisme. Deuxième point, donc une compétence communale encadrée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi du 14 mars 1919 crée le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension, PAEE. C'est la commune qui élabore ce plan, donc il y a une forme de décentralisation, mais la commune est soumise à un contrôle très strict de l'État, qui se manifeste de différentes façons. Tout d'abord, c'est un texte de l'État, c'est un décret qui détermine, c'est d'abord la loi qui fixe les principes complétés par un décret, qui détermine les communes qui doivent adopter un PAEE. Ça désigne donc des communes qui ont une certaine importance. Ce sont les critères démographiques essentiellement. Ensuite, la loi enferme la durée d'élaboration du PAEE dans un délai maximal de 3 ans. Si la commune est soumise à l'obligation d'adopter un PAEE, elle doit l'élaborer dans un délai maximal de 3 ans.
Troisième élément, le projet de PAE qui va être élaboré par le conseil municipal doit être soumis à l'avis d'une commission départementale d'aménagement et d'extension des villes et villages, qui est présidée par le préfet, donc contrôle de l'État. Les maires sont minoritaires dans cette commission. Et puis ensuite, un acte déclaratif d'utilité publique pris en Conseil d'État, donc au niveau de l'État, clôt la procédure. Euh, c'est donc l'État qui donne force obligatoire au plan d'aménagement et d'embellissement et d'extension élaboré par le conseil municipal. Alors, maintenant, paragraphe 3, la compétence de l'État. Je vous le disais, à partir de la loi du 15 juin 1943, l'État retire aux communes leurs compétences, les quelques compétences qu'elles avaient en matière d'urbanisme. Pourquoi cette évolution? Eh bien, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, les villes, notamment, ont été considérablement détruites. Il faut reconstruire donc. Et l'État, vous savez que le régime de Vichy est un État dirigiste, l'État considère qu'il est mieux placé que les communes pour reconstruire, pour reconstruire les villes. Euh, alors, dans les années, donc compétence de l'État à partir de 1943, c'est le préfet qui délivre le permis de construire. Et dans les années 60, sous la Ve République, vous savez que le plan jouait un grand rôle. Tous les 5 ans, l'État adoptait un plan dans lequel il donnait des orientations sur les politiques qui doivent être menées pour développer le pays. Ce n'est pas comparable, vous voyez, au commissaire au plan qui existe aujourd'hui, qui est confié à M. Bayrou, qui est, je crois, avec une structure très, très légère, peut-être même enfin, quelques collaborateurs. Quand il y avait un plan dans les années 60-70, c'est un peu ça s'est pratiquement terminé. Il y a encore eu une loi sur la planification en 82, mais début des années 80, le plan disparaît. Mais dans les années 60-70, c'est un élément, un document important. Et donc, il y a des commissions qui réfléchissent aux évolutions nécessaires. Et donc, dans ces commissions, il apparaît que certains suggèrent de rendre des compétences aux communes. Il paraît assez logique que les organes élus de la commune déterminent l'urbanisme qu'elle souhaite. Mais ceux qui proposent dans ces commissions une décentralisation, compétences en matière d'urbanisme confiées aux communes, considèrent que cela ne pourra pas se faire sans une réflexion sur la carte communale. Il y a 38 000 communes en France, donc ces commissions de la planification indiquent que si on veut confier les compétences en matière d'urbanisme aux collectivités locales, il faut sortir de ce modèle avec 38 000 communes, parce que la plupart n'auront pas les moyens d'adopter un document d'urbanisme. C'est long, c'est coûteux, ça exige des expertises, etc., etc. Donc, vous voyez, liaison entre l'attribution de la compétence et une réforme de la carte communale. C'est intéressant parce que cette idée est exprimée donc, dans les années 60 dans les commissions de planification. C'est intéressant parce que c'est le débat des 10 dernières années. Les lois récentes, notamment la loi, pas seulement, mais la dernière en date, c'est la loi Duflot, la loi Allure de 2014, ont conduit, fortement incité, à un transfert de la compétence d'élaboration du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire les règles d'urbanisme à l'échelon local, transfert de cette compétence que la commune détient depuis une loi de 83, j'y reviendrai, transfert de la compétence aux établissements publics de coopération intercommunale qui rassemblent des communes, 10, 15, 20, 25. C'est une compétence obligatoire pour la métropole, la communauté urbaine, et ça peut l'être aussi, avec des oppositions possibles, pour la communauté de communes et la communauté d'agglomération. Vous voyez, c'est l'idée des commissions de planification des années 60 qui ressurgit. Alors, il y a une grande loi dans les années 60, c'est la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967. Cette loi, donc, crée le plan d'occupation des sols.
C'est un document donc, qui régit les règles d'urbanisme sur le territoire communal. Si la commune adopte un plan d'occupation des sols. Si elle ne l'adopte pas, eh bien, s'appliquent les règles d'urbanisme minimales qui figurent dans le Code de l'urbanisme, notamment on appelle le Règlement national d'urbanisme. Donc l'adoption d'un POS, d'un plan d'occupation des sols, permet d'échapper à certaines des règles nationales, la règle nationale qui sont contenues dans le Règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire dispositions qui sont dans la partie législative et la partie réglementaire du Code de l'urbanisme. Il y a une chose également donc, qui est intéressante dans cette loi d'orientation foncière de 1967, c'est qu'elle distingue le court terme et le long terme. C'est une distinction qu'on retrouve encore aujourd'hui. La loi crée le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le SDO, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le SDO, et le POS, plan d'occupation des sols. Le SDO fixe des orientations pour le long terme. Quelles sont les orientations du territoire une longue période? En général, il ne fixe pas de règles coercitives qui interdisent ou permettent de construire. Et puis, le plan d'occupation des sols, lui, fixe les règles d'urbanisme en étant compatible avec ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. L'idée étant que, normalement, le schéma directeur englobe un territoire plus vaste que le territoire de la commune, alors que le POS ne concerne que le territoire communal. Cette distinction entre documents d'orientation et documents d'urbanisme, on la retrouve aujourd'hui avec le plan local d'urbanisme et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Le schéma de cohérence territoriale fixe les orientations pour 20 ans, 30 ans du territoire. Voilà les projections démographiques. On attend 3% de population de plus chaque année ou 3% de moins. Telle entreprise, transport, etc. Que fait-on pour accueillir ou pour freiner ce déclin démographique? Et puis le PLU, plan local d'urbanisme, qui fixe des règles d'urbanisme dans la commune ou dans l'intercommunauté. Euh, mais dans la loi de 1967, la commune n'a pas encore la maîtrise de l'élaboration du plan d'occupation des sols. La loi indique que le document, le plan d'occupation des sols, est élaboré en concertation, le plan d'occupation des sols est élaboré en concertation avec les services de l'État. Article 14 de la loi du 30 décembre 67, je cite, les POS sont élaborés conjointement par les services de l'État et les communes intéressées. Les POS sont soumis pour avis, vous voyez, ce n'est pas une décision, pour avis aux conseils municipaux des communes, et l'avis est réputé favorable s'il intervient dans le délai de 3 mois. Les POS sont alors rendus publics. Ils sont ensuite, ça c'est le projet de POS, ils sont ensuite soumis à enquête publique, savoir ce que pense la population du projet d'urbanisation. Et puis ensuite, ils sont approuvés. Si le conseil municipal fait connaître son opposition, il n'est pas d'accord avec le POS, eh bien, l'approbation ne pourra résulter que d'un arrêté euh, conjoint du ministère de l'Équipement et du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de l'État. Un décret en Conseil d'État est nécessaire si l'opposition vient d'une commune de plus de 50 000 habitants. On le voit donc ici dans le plan d'occupation des sols tel qu'il est élaboré en 1967. La commune participe, coopère, mais ce n'est pas elle qui a le pouvoir d'adopter le document. Euh, En 1976, il y a un rapport important qui est le rapport Guichard, du nom d'un gaulliste historique, Olivier Guichard, le fondateur, premier délégué à l'aménagement du territoire, la DATAR, qui a été ministre sous euh, Georges Pompidou et sous Valéry Giscard d'Estaing, président de la région Pays de Loire, maire de la Baule, etc. Et donc, en 1976, il rend un rapport. Et dans ce rapport important, il propose la création de communautés de communes qui auraient des compétences. Donc, c'est une association de communes qui aurait des compétences en matière d'urbanisme. Vous voyez, cette idée qui va ressurgir plus tard et qui était déjà dans les débats de la commission de planification dans les années 60. Alors, quatrième point maintenant, pour ce bref historique, la décentralisation de 83.
Vous savez qu'en 82 est votée une loi sur la décentralisation, la loi du 2 mars 82. Le ministre qui porte la loi est le ministre de l'Intérieur, c'est Gaston Defferre, le maire de Marseille. La loi de 82 fixe des principes en matière de décentralisation. Elle ne crée pas la décentralisation, bien sûr. On pourrait le penser, parce que vous savez, dans le discours commun, on dit que la révision constitutionnelle de 2003 est l'acte 2 de la décentralisation, en sous-entendant que l'acte 1 est la loi de 82. Mais la décentralisation existait auparavant, hein. Les communes, les départements étaient des collectivités territoriales avec certaines compétences avant 1982. Mais enfin, c'est ainsi, c'est une loi importante. Et donc, la loi du 2 mars 82, par exemple, affirme, sans doute à tort, qu'elle supprime les tutelles. Elle assouplit le contrôle qui pèse sur les communes. Mais c'est une loi de principe. Mais cette loi est accompagnée par une loi du 7 janvier 83. C'est une loi dans laquelle, cette fois, on transfère effectivement des compétences. Et la loi du 7 janvier 83 confie à la commune le soin d'élaborer le POS. Il n'y a plus de concertation avec l'État. On verra que l'État a un certain contrôle, parce qu'il faut qu'il y ait des règles nationales qui s'imposent. Mais c'est le conseil municipal qui adopte le plan d'occupation des sols, et une fois qu'il l'a adopté, le préfet ne peut que, s'il est opposé, ne peut que introduire un recours devant le juge administratif pour demander l'annulation du plan d'occupation des sols. Donc c'est une compétence cette fois décentralisée. La commune n'a pas l'obligation d'adopter un plan d'occupation des sols. C'est coûteux, peut-être que quand la commune est rurale, avec peu de moyens, peu de construction, elle n'a pas intérêt à adopter un plan d'occupation des sols. Si la commune n'adopte pas un plan d'occupation des sols, il y a quand même des règles d'urbanisme qui s'appliquent dans la commune. Ce sont les règles qui figurent dans le code de l'urbanisme, dans le règlement national d'urbanisme dont je parlais à l'instant, qui est à la fois dans la partie législative et la partie réglementaire. Et notamment une règle essentielle qui est dans ce règlement national d'urbanisme, c'est que dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols, il est interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Par conséquent, une commune qui veut voyez, se développer, il faut qu'elle adopte un plan d'occupation des sols. C'est le même raisonnement aujourd'hui avec le plan local d'urbanisme qui a succédé au plan d'occupation des sols. Je vais en redire deux mots. Si la commune n'est pas dotée d'un PLU, il est interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Donc les constructions ne sont possibles que dans les dents creuses, comme on dit, dans les terrains non construits, entre deux maisons dans la commune. Il ne sera pas possible de s'agrandir. Donc une commune qui veut se développer, elle doit adopter un plan d'occupation des sols prévu par la loi du 7 janvier 83 ou aujourd'hui un plan local d'urbanisme. Alors, euh, donc le poste qui avait été créé en 67, mais qui était sous le contrôle, je l'ai vu, de l'État, élaboré en coopération avec la commune, devient maintenant un document de la commune. Si la commune adopte un plan d'occupation des sols, par le vote d'une délibération, la conséquence en est que, d'abord, elle fixe les règles chez elle, dans le respect des règles du Code de l'urbanisme, mais la conséquence en est que le permis de construire, qui est demandé par celui qui veut construire, est délivré par le maire au nom de la commune. Si une faute est commise, c'est la responsabilité de la commune qui doit être engagée. Si la commune n'a pas adopté un plan d'occupation des sols, le permis de construire est délivré par le maire au nom de l'État. Euh, alors, il y a plusieurs critiques qui peuvent être adressées à cette réforme de 83. Tout d'abord, je vous le disais, l'élaboration d'un plan d'occupation des sols est compliqué. C'est un document qui exige une expertise, c'est coûteux, et donc c'est un document qui n'est pas souvent à la portée de communes rurales. Or, il y a 20 000, 25 000 communes en France qui ont moins de 1000 habitants, vous voyez. Et donc, certains ont regretté qu'il n'ait pas été créé un document plus souple pour les communes qui voudraient adopter des règles d'urbanisme mais qui n'ont pas les moyens d'adopter un POS. Dans la pratique, en 1978, c'était développé par circulaire, donc ça avait une valeur assez faible, un document qui était la carte communale. Eh bien, la loi de 83 n'a pas confirmé ces circulaires,
Et la carte communale est un document plus souple qui n'apparaîtra qu'au début des années 2000, adapté pour les communes rurales, qui ne sont pas cependant interdits, si elles le souhaitent, d'adopter un POS ou aujourd'hui un plan local d'urbanisme. Il y a quand même dans le code de l'urbanisme, dans la loi de 83, une distinction, euh, un POS simplifié. Mais il n'empêche, euh, simplifié ou pas, le POS est un document assez lourd pour les communes rurales. Euh, c'est donc une décentralisation, c'est normal, hein, c'est la réforme, la loi du 7 janvier 83 est une loi de décentralisation. Cela étant, nous sommes dans un État unitaire, donc l'État doit avoir les moyens d'imposer les règles qu'il estime fondamentales. Je le verrai dans le début de ce cours, mais euh, l'État, il y a des prescriptions nationales euh, qui sont dans le code que la commune devra respecter quand elle adopte son plan d'occupation des sols, et puis le préfet a les moyens d'imposer à la commune un projet d'intérêt général. Sinon, il n'y a plus de projet collectif possible. Alors, la réforme de 83 s'est faite sans tenir compte des remarques qui avaient été faites par le rapport Guichard de 76 par les commissions de planification. On a décentralisé la compétence en matière d'urbanisme. La commune adopte son plan d'occupation des sols si elle le souhaite, et si elle le fait, le maire délivre les permis de construire euh, au profit. Le maire délivre les permis de construire au nom de la commune. Euh, mais on n'a pas opéré, on n'a pas redessiné la carte communale. Il y a toujours 38 000 communes. La loi de décentralisation de 82-83 n'y touche pas. Et donc ensuite, les réformes ont eu tendance à essayer de revenir sur cet oubli et à transférer la compétence en matière d'urbanisme aux intercommunalités. Alors, il y a une réforme importante en matière d'urbanisme, c'est la loi SRU de 2000, 13 janvier 2000, je crois. Cette loi de SRU de solidarité et renouvellement urbain de 2000 est une loi importante puisque c'est une loi qui crée un nouveau document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, qui va donc remplacer le plan d'occupation des sols, PLU, qui remplace le POS. Cela étant, la loi de 2000 n'a pas pour effet d'abroger les POS qui existent. Elle indique simplement que les documents qui seront adoptés à l'avenir sont les plans locaux d'urbanisme. Les POS étaient appelés progressivement à disparaître, à être remplacés par des plans locaux d'urbanisme, mais ça a pris du temps, parce que c'est coûteux, parce que ça exige un débat politique pour changer les règles, et donc les communes ont tardé. Et puis finalement, donc, des lois sont intervenues pour les inciter ensuite fortement à remplacer le POS par le PLU, et ça n'est arrivé finalement que voyez, au 1er septembre 2020, c'est-à-dire 20 ans après la loi SRU, il restait encore en France 546 postes. Euh, alors, ce n'est pas simplement un changement d'intitulé. Je le verrai tout à l'heure, mais le contenu du poste ou le contenu du PLU, le contenu possible, est donné par le Code de l'urbanisme. Il y a un chapitre qui dit voilà ce que c'est le PLU, voilà ce qu'on peut mettre dedans. Ben, le droit de l'urbanisme s'est enrichi et il y a des choses maintenant qui figurent, qui doivent figurer dans le PLU, qui ne figuraient pas dans le poste parce que ce n'était pas une préoccupation. Vous voyez, par exemple, les exigences environnementales sont beaucoup plus fortes dans le PLU qu'elles ne l'étaient dans le plan d'occupation des sols. Les exigences de mixité sociale. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement un changement d'intitulé. La loi SRU de 2000 également reprend le modèle de la loi de 67 que j'évoquais tout à l'heure, avec la distinction entre un document d'orientation sur le long terme qui dépasse le territoire d'une commune. Ça, c'est le document d'orientation. Et dans la loi de 2000, c'est le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. C'est un document qui existe toujours aujourd'hui, qui normalement donc, couvre le territoire de plusieurs communes, même plusieurs intercommunalités. Et le plan local d'urbanisme, qui fixe les règles d'urbanisme. Sachant que le PLU doit être compatible
avec le SCOT. Nous verrons plus loin cette distinction entre compatibilité et conformité. C'est en principe une règle de droit inférieure doit être conforme avec la règle de droit supérieur. Si la règle supérieure dit A, la règle inférieure ne peut pas dire B. En droit de l'urbanisme, il y a souvent des rapports non pas de conformité, mais des rapports de compatibilité. Si la règle supérieure dit A, la règle inférieure peut ne pas dire tout à fait A. Voilà donc en quelques mots les règles, l'historique, présentation historique des règles d'urbanisme et de la compétence en matière d'urbanisme. Dans la vidéo suivante, j'entrerai dans une première partie consacrée aux principes généraux de la réglementation de l'urbanisme. Vous verrez ça donc dans la section, le chapitre.